session 2014 du Haut Conseil national de lutte contre le sida, c'était ce matin à Koulouba sous la présidence du chef de l'État. La session recommande une éducation sexuelle au sein des écoles ou encore l'intensification de la prévention dans les zones aurifères. Plan Mali numérique 2020, le ministère de l'économie numérique vers la concrétisation du projet. Une réunion pour valider le document a démarré aujourd'hui au CICB. Promotion des énergies renouvelables, la Banque africaine de développement apporte un appui financier d'1 milliard de francs CFA au Mali. L'accord a été signé cet après-midi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, session 2014 du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Il ressort des informations données que le taux de prévalence est en baisse avec 1,1%. Parmi les perspectives, l'élaboration d'un plan d'éducation sexuelle au sein des écoles ou encore l'intensification de la prévention dans les zones aurifères. Nina Traoré. Au Mali, 5000 personnes sont infectées par le VIH-Sida sur une population de 16 millions d'habitants. Un taux de prévalence en nette diminution d'après l'enquête démographique de santé EDS5. De 1,7%, nous sommes aujourd'hui à 1,1%. Il y a donc espoir de vaincre la maladie d'ici à 2030. Malgré ces progrès remarquables qu'il faut saluer, le sida continue de progresser et de faire des ravages dans certaines régions de l'Afrique subsaharienne, où la couverture des services d'éducation et de santé, tant en termes de quantité que de qualité, reste encore très faible. Notre mission est de prendre en charge et de soigner les 100 000 personnes infectées ou malades et de protéger les 15 900 000 Maliens qui ne le sont pas. Tour à tour, les services rattachés au Haut Conseil de lutte contre le sida et certains ministères ont exposé les plans d'action, les acquis et les perspectives de lutte contre le VIH-Sida à leur niveau. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne nous apprend par exemple que 93% des étudiants sont informés sur le sida. Qu'à cela ne tienne, Mamadou Gaoussou Diarra insistera sur le suivi de la sensibilisation et de la prévention. Malgré ces connaissances, les comportements à risque restent élevés. 12% des étudiants ont des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, plus de la moitié des hommes ayant du sexe avec des hommes, des consommateurs de drogue injectables et une moitié des jeunes qui ont eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois déclarent ne pas se protéger lors de la pratique des rapports sexuels. Au niveau du ministère de la Défense, le secrétaire général du département, le général Mamadou Lamine Balo, précisera que l'opération Djanto Yerela est mise en place sur pratiquement tous les théâtres d'opération. Et le département ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, surtout en cette période de post-crise. Harmoniser les actions également avec les forces en place. Et ces forces en place sont constituées, comme vous le savez, des pays amis qui sont aujourd'hui sur notre territoire, soit que cela soit dans le cadre de l'aménagement, que cela soit dans le cadre de la force Barkhane, ou bien que cela soit dans le cadre EUTM ou EUCAP qui récemment est en train de s'installer dans notre pays. Donc il s'agit effectivement d'harmoniser les actions avec ces forces-là. Dans les zones aurifères, le tableau de lutte contre le sida n'est pas reluisant. Seuls 5 sites sur les 400 répertoriés ont reçu des missions de sensibilisation. Le département en charge des mines demande un appui conséquent vu la vulnérabilité de ces zones d'activité. La directrice pays de l'ONU-SIDA a expliqué les objectifs et les moyens d'éradiquer le VIH-Sida dans le monde. Après avoir entendu les communications des spécialistes de la question, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est dit confiant quant à l'atteinte des objectifs de lutte contre le sida. Il a tout de même insisté sur le suivi permanent des actions en faveur de son éradication. Nous en parlerons au cours de ce journal. Ce matin, à l'Assemblée nationale, 2 membres du gouvernement devraient s'expliquer devant les élus sur certaines questions d'intérêt national, mais l'arrestation et la détention du député Bourama Tidiane Traoré a provoqué la colère à l'hémicycle et a été à l'origine du renvoi des points inscrits à l'ordre du jour de la session. Retour sur le film d'une séance plénière particulière avec Gaoussou Touré et Bourama Traoré. Une séance plénière à l'Assemblée nationale certainement pas comme les autres.
Il est 10 heures, les députés entrent et sortent. Les élus de la nation refusent donc de s'installer dans la salle Modibo Keïta. Honorable en salle, cette expression aura résonné une dizaine de fois, mais rien à faire. Qu'est-ce qui se passe alors? S'interrogent certains confrères et citoyens venus assister à la séance plénière. C'est à 12 heures, soit 2 heures de retard, que les représentants du peuple acceptent enfin de prendre place à l'hémicycle. 12 heures 2 minutes exactement, le président de l'institution fait son entrée dans la salle Modibo Keïta. Sur la procédure, les députés ne s'entendent pas, précisément sur l'appel des noms à l'ouverture de chaque plénière. Une procédure habituelle mais non réglementaire. Si nous devons même faire une résolution, cette résolution doit se faire dans un cadre légal. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas la peine et que ce soit la loi. Vous ne allez quand même pas venir ici aujourd'hui contester. C'est une formalité nécessaire. Monsieur le Président, je fais appel à la sagesse pour que vous suiviez la réaction de la salle. La salle est souveraine. Les députés sont souverains tant qu'ils ne sont pas limités par la loi. Je souhaite que vous acceptiez qu'on aille à l'essentiel. Je voudrais proposer à la séance plénière d'accepter que l'ordre du jour que nous allons retenir pour la journée d'aujourd'hui soit consacré entièrement et uniquement à l'examen et à l'adoption d'une résolution concernant notre camarade. L'urgence a eu raison des points inscrits à l'ordre du jour. En effet, 2 membres du gouvernement devaient répondre aux questions orales des députés Oumar Mariko, élu à Kolondiaba, et Ilyas Goro, élu à Douanza. Le premier voulait être informé sur la gestion de certains dossiers au niveau du département en charge de l'économie. Quant au second, il voulait avoir des éclaircissements sur l'organisation du dernier pèlerinage. Mais voilà, la nouvelle de l'arrestation du député Brahma Tidjane Traoré, élu à Kati, a mis en colère ses collègues. Le député Traoré aurait eu une altercation avec un juge. Après en avoir délibéré, déplore la détention du député Brahma Tidjane Traoré au camp 1 de la gendarmerie nationale et requiert la libération immédiate du député Brahma Tidjane Traoré et la suspension de la poursuite en cours contre l'intéressé. L'adoption à l'unanimité de la résolution ne saurait calmer la colère de certains députés. Ceci reproche au bureau de l'Assemblée nationale sa réaction tardive et l'intérêt d'un tel texte après 48 heures de détention du député. Comment se fait-il qu'un député est arrêté depuis avant-hier et qu'on attend une réunion ordinaire pour demander la levée de son arrestation? Est-ce que cette résolution ne sera pas tard? Donc je dis simplement, faisons une claire lecture de la situation et voyons si la résolution est bien adaptée pour que les magistrats ne nous ridiculisent pas. Il faut remercier le président de l'Assemblée à l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta. Quand notre collègue, il est arrêté ici, Bahayoro, ce n'est pas le bureau qui a réagi. Ibrahim a demandé 4 heures de temps. Il donne 4 heures de temps. Il faut que notre collègue soit libéré. Il nous a libérés ici, à l'Assemblée. Il faut qu'on soit respect un peu là. Avant même la levée de la séance par le président de l'Assemblée nationale, les députés ont vite vidé la salle. C'est l'image du jour à l'hémicycle et l'expression de l'indignation des députés. Je vous l'annonçais donc à la session 2014 du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Le président de la République s'est dit confiant quant à l'atteinte des objectifs de lutte contre la maladie. Il a tout de même insisté sur le suivi permanent des actions en faveur de son éradication. Nyanyalou Traoré. Mettre fin au sida à l'horizon 2030, ce n'est pas un leurre. On peut y arriver et on doit y arriver selon les professionnels de la maladie. Cette session 2014 du Haut Conseil de lutte contre le sida rassure les uns et les autres sur les avancées significatives en matière de lutte au Mali. Nous allons sortir de cette séance d'aujourd'hui avec la conviction que la lutte contre le sida est dans de bonnes mains, dans les mains expertes, dans les mains responsables, et que ce qu'il faut est en œuvre sur le front de la lutte contre le sida. Je souhaite que chacune et chacun fasse encore plus ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il a fait hier.
Le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida a saisi cette tribune pour mettre les points sur les i concernant le contentieux avec le Fonds mondial. Pour rappel, le Haut Conseil avait été accusé de malversation financière, voire de détournement de fonds. La structure se dit complètement blanchie et veut aller de l'avant. Un souhait partagé par le chef de l'État qui demande aux hommes et aux femmes du Haut Conseil de lutte contre le sida de tourner la page. Il n'est pas courant, il est même scabreux de voir un directeur d'une organisation aussi importante que le Fonds mondial venir à Canossa vous dire, Monsieur le Président, vraiment je suis contrit, je suis très gêné, mais je prends les excuses de mon organisation pour le tort fait au Mali. Que dire à ça? J'ai dit, Monsieur le Docteur Général, c'est à mon tour de vous remercier pour cette humilité singulière qui est rare dans les institutions internationales. Nous avons été victimes d'un préjudice qui a coûté cher en vies humaines. En vies humaines. Pour autant, votre geste nous permet de tourner la page. Donc, au nom du Mali, j'accepte vos excuses. C'est une singularité également qu'il fallait indiquer, qu'il fallait souligner. Cette honnêteté intellectuelle, cette preuve de courage, cette humilité également était à saluer et je le fais de bien bonne grâce. Le président de la République n'a pas manqué de rappeler l'autre grande mobilisation internationale. Le virus Ebola. Ibrahim Boubacar Keïta demande à tous les Maliens de resserrer les rangs afin de vaincre cette maladie dévastatrice. Sur le front de la lutte contre les épidémies, un nouveau fléau est apparu qui nous fait vedette malgré nous, car nous sommes aujourd'hui cités parmi les pays à virus Ebola. Hélas, nul ne l'aurait souhaité, il en est ainsi. Et dans ce nouveau combat, nous-mêmes avons décidé de nous commettre pour qu'il soit connu de par le monde, au-dedans comme au dehors, que cette affaire est d'importance nationale et mondiale. Qu'il y va sans grandiloquence aucune de la survie de l'humanité. Si à ce jour l'on compte près de 5800 décès, c'est dire la fulgurance de l'équipe mise en place par le ministère de la Santé, que je félicite encore une fois pour sa diligence dans cette affaire-là, pour toute la qualité, le dévouement et le sérieux de l'équipe autour du professeur Sow, que nous avons fait hier, conseil spécial auprès de nous-mêmes, en charge de la lutte contre l'Ebola, pour marquer l'importance que nous accordons à cette affaire-là. Le chef de l'État, dans son intervention, a salué les amis du Mali, c'est-à-dire tous ceux qui se sont mobilisés auprès de notre pays depuis la détection du virus Ebola. Plan Mali numérique 2020, le ministère de l'économie numérique pour la concrétisation du projet. Les acteurs concernés pour valider le document dit de stratégie nationale de développement de l'économie numérique sont en réunion depuis ce matin. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre Ibrahim Traoré. Plan Mali numérique 2020 est une vision. Dans les 5 années à venir, le gouvernement entend positionner le Mali comme un hub technologique dans la sous-région. Les défis sont nombreux et s'articulent autour de certaines priorités. À travers les TIC, il s'agira notamment de maintenir la sécurité nationale, créer des emplois et développer une croissance économique. Le ministre en charge de la question croit fermement en son initiative. Ce rêve est possible parce que finalement, quand on regarde autour de nous, aucun pays n'a pris une avance tellement considérable qu'il ne pourrait être rattrapé. Ce rêve est possible parce que notre pays regorge de talent, d'ingéniosité, d'expertise qu'il nous faut arriver à consolider, à optimiser afin qu'elle se concrétise dans des projets qui servent la communauté.
Ce rêve, nous y croyons parce qu'il y a une réelle volonté politique. Et cette vision est possible aussi parce que nous avons l'appui, le soutien de nos partenaires techniques et financiers, ici représentés. C'est aussi et surtout possible parce qu'il y a un engagement fort du secteur privé malien, des entreprises technologiques, du secteur des télécoms, des fournisseurs d'accès, des créateurs d'applications, des inventeurs de logiciels. L'ambition affichée est de faire du numérique un vecteur de croissance de la productivité et de valeur ajoutée pour les entreprises d'une part et d'efficience pour l'administration publique d'autre part. C'est à cela que s'attellent tous les acteurs concernés. Ce sont des experts issus des institutions de la République, du secteur privé, de la société civile ou encore des partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne, la Banque mondiale et le PNUD. Alors que le Mali sort d'une crise sans précédent, la réduction de la fracture numérique contribuera à rapprocher les populations maliennes du nord au sud, avec une rapidité que seules les nouvelles technologies peuvent offrir. À l'heure où la délivrance des services de l'État sur toute l'étendue du territoire reste un défi, il n'est nul besoin de rappeler les opportunités qui s'ouvriraient dans les secteurs de l'administration, de la santé, de la sécurité et de l'éducation dans le développement du secteur privé. La stratégie prévoit la pose de 4500 km de fibres optiques nationales supplémentaires. Au-delà de l'identification des chaînons manquants pour la connexion à haut débit des capitales régionales et de tous les pays voisins, tel que formulé dans l'action numéro 1 du projet de stratégie, il est structurant pour le développement du secteur de définir, en étroite concertation avec le secteur privé, le modèle de partenariat public-privé avec accès ouvert le plus incitatif possible. Pour atteindre les objectifs fixés, 6 axes sont dégagés. Rendre abordable aux citoyens l'Internet haut débit, développer la production et l'offre de contenu numérique, développer les usages et les services numériques, notamment au sein de l'administration, développer l'industrie locale du numérique, constituer le capital humain et enfin instaurer la confiance numérique. La mise en œuvre de ce vaste chantier est assurée par un comité national du numérique présidé par le Premier ministre Moussa Mara. Dans la présentation qui a été faite de la stratégie, j'ai retenu 2 chiffres. J'ai vu que nous sommes à 0,16 et nous devons passer à 0,30. Et donc je vous demande de faire en sorte que on balise suffisamment toutes les actions à mettre en œuvre pour passer de 0,16 à 0,30 et que nous déterminons nos objectifs année après année. Les travaux vont durer 2 jours et seront sanctionnés par la validation de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique. Il est attendu également des participants de fortes recommandations. Et ce communiqué de la CENAS face au RR, Convention nationale pour une Afrique solidaire, qui prend acte avec soulagement de la levée de la suspension de l'aide budgétaire générale des institutions de Bretton Woods et engage vivement le président de la République et son gouvernement à mettre en œuvre de façon rigoureuse et sincère les mesures de redressement ainsi que les sanctions envisagées contre les auteurs et complices des graves malversations financières dénoncées par la Cour suprême et le bureau du vérificateur général. La CENAS face au RR rappelle qu'avant d'être une conditionnalité des bailleurs de fonds extérieurs, la bonne gouvernance économique et financière est d'abord une exigence fondamentale du peuple malien à l'endroit des autorités chargées de la gestion des ressources publiques d'origine nationale ou internationale. Elle demande instamment au pouvoir public de mettre le peuple malien et ses maigres ressources financières à l'abri de l'appétit vorace de groupes mafieux étrangers et de leurs acolytes nationaux. Pour la promotion des énergies renouvelables, la Banque africaine de développement apporte un appui financier d'1 milliard de francs CFA à notre pays, une façon de faciliter l'accès des populations à l'énergie. Mohamed Diarra, compte rendu. Des signatures qui feront le bonheur des consommateurs d'électricité au Mali dans 3 ans. La Banque africaine de développement décide ainsi d'aider le gouvernement malien dans sa politique de promotion des énergies renouvelables. Notre pays bénéficie d'1 milliard de francs CFA. Cette cérémonie de signature consacre donc le démarrage du projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali, PAPERM. Avec le projet PAPERM,
La banque souhaite accompagner le Mali dans la transformation de son secteur énergétique et consolider l'environnement nécessaire à la mise en œuvre d'investissements futurs dans les énergies renouvelables. C'est l'exemple type du projet qui, avec un budget limité, peut avoir un impact extrêmement positif et important. Il s'agit en clair de faire des énergies renouvelables la principale source énergétique du Mali, une volonté nettement traduite dans le cadre stratégique pour la réduction de la pauvreté qui couvre la période 2012-2017. Pour un pays comme le Mali exposé aux vulnérabilités climatiques, il est important que sur ce volet, on ait ce genre de projet qui nous permette effectivement de diminuer l'impact de la production énergétique sur la couche d'ozone. Vous l'avez dit dans votre intervention, c'est moins le montant que le symbole. Nous pensons que 1 milliard pour un pays comme le Mali, c'est pas rien. Et pour commencer à lancer un projet qui en réalité a besoin d'avoir des leviers pour fédérer d'autres bailleurs et éventuellement pousser d'autres à venir investir dans ce secteur-là, c'est très important qu'on marque cela. Et le ministre d'engager le gouvernement à une gestion rigoureuse des fonds. Ce financement vient à point nommé et qu'il en sera fait bon usage. Et qu'ensemble nous nous engagerons dans sa mise en œuvre effective et dans les règles de l'art, en faisant en sorte que chaque franc que nous dépensons s'inscrive strictement dans le cadre dont nous avons convenu en signant ce document de financement aujourd'hui. La réalisation de ce projet répond aux exigences de la stratégie 2013-2022 de la BAD, qui vise à promouvoir une croissance inclusive et plus verte en Afrique. Situation de la maladie à virus Ebola à la date de ce jeudi. Ce jour, la situation contre la maladie se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et à la fillette de Caille, 5 décès dont 4 liés aux patients guinéens, 2 cas confirmés sont en traitement dans un centre spécialisé, 0 nouveaux cas confirmés ce jour. Un prélèvement sur une dépouille mortelle s'est avéré négatif ce jour. Le nombre de personnes contacts comptabilisées par les services de santé et mis sous surveillance est de 288. Le gouvernement appelle les populations à la vigilance, à ne surtout pas relâcher les efforts en matière de précaution et d'hygiène. Il rappelle la nécessité d'une forte mobilisation générale de l'ensemble des populations dans toutes les régions pour prévenir la maladie en véhiculant les messages de sensibilisation. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de la santé et aux services de sécurité pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant le numéro vert, le 80 00 89 89, 80 00 88 88 et 80 00 77 77. Pas de nouveaux cas donc confirmés, mais un cas probable. C'est l'essentiel du point de presse tenu cet après-midi au département de la santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui l'animait au micro de Al-Husseini Touré. La situation aujourd'hui de suivi de cette maladie se présente comme suit. Le nombre de cas suspects notifiés par le registre de suivi de la maladie à virus Ebola depuis le mois de mars est arrêté aujourd'hui à 56. Nombre de cas prélevés, 53. Nombre de cas confirmés, 7. Nombre de cas probables, 1. C'est important de rappeler que le nombre de cas probables, 1, ce cas n'a pas fait l'objet de prélèvement. Et donc, nous l'avons recensé comme cas probable. Alors, le nombre de décès, 6. Donc, ce nombre 6 comprend effectivement les décès qui n'ont pas fait l'objet d'analyse en laboratoire. Nombre de cas
confirmés en traitement. 2. Ça veut dire qu'il y a 2 cas positifs qui sont actuellement en traitement au centre de traitement du Sénat. Nombre de contacts à suivre, 288. Nombre de contacts effectivement suivis, 285. Taux de suivi des contacts pour la journée d'aujourd'hui, 99. Nombre de nouveaux contacts pour les dernières 24 heures, 0. Notre reporter Al-Husseini Touré viendra plus en détail sur ce point de presse dans nos prochaines éditions. Campagne de sensibilisation sur Ebola au niveau des facultés et grandes écoles. Plusieurs activités sont prévues pour arrêter la propagation du virus en milieu scolaire et universitaire. Abdrahman Mega. Cette cérémonie marque le lancement officiel du plan d'action élaboré par le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour contenir le virus Ebola. La stratégie adoptée par le département est l'organisation des conférences débat sur Ebola à travers ses signes cliniques, ses modes de transmission et les techniques de prévention. Les thèmes qui seront débattus aujourd'hui concernent la connaissance même de la maladie. Comment ça se manifeste, les différentes phases. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on sent ces signes-là? Le premier responsable du département de l'enseignement supérieur a saisi l'occasion pour faire le bilan de la situation épidémiologique du virus avant d'expliquer aux étudiants les dispositions prises par le gouvernement pour lutter efficacement contre Ebola au Mali. En organisant ces différentes conférences, l'objectif du département est d'intensifier la lutte contre la maladie à virus Ebola par la mobilisation et la sensibilisation des différentes communautés du pays. Les personnels enseignants ainsi que l'ensemble des étudiants seront ainsi informés et formés aux différentes méthodes de prévention et de lutte contre cette maladie. Maître Moutagatal a ensuite invité les étudiants au respect des règles d'hygiène édictées par les professionnels de la santé et d'éviter à tout prix les facteurs de propagation de ce mal. D'autres faits manquants des activités de sensibilisation contre Ebola, en bref et en images, avec Mohamed Ould Mamoun. Les femmes de l'entreprise Vivo Énergie volent au secours des enfants démunis. Elles viennent de mettre à la disposition de la pouponnière des produits alimentaires et des kits d'hygiène. Pour les donateurs, ce geste s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la société. C'est pour éviter la propagation du virus Ebola que l'infirmerie du génie militaire a initié une journée de sensibilisation dont la cérémonie s'est déroulée au foyer du soldat du 34e bataillon du génie militaire. L'importance du sujet a drainé un grand nombre d'officiers, sous-officiers et militaires du rang de la direction. En plus de la sensibilisation sur les mesures de prévention, les spécialistes de la santé ont procédé à des démonstrations de port des combinaisons de protection. La sensibilisation de proximité sur la fièvre hémorragique à virus Ebola, c'est la stratégie adoptée par la sous-commission mobilisation sociale et communication ACAI. La délégation vient de faire le tour des services, des quartiers, des écoles et des mosquées, entre autres. Les communicateurs traditionnels ont été mis à contribution pour sensibiliser le maximum de personnes. C'était au cours d'une cérémonie au quartier Kasso de Caille. Les députés élus à Banamba intensifient les mesures préventives de lutte contre la maladie à virus Ebola. Ils viennent de remettre 60 équipements de lave-mains aux autorités administratives du cercle. Ce dispositif sera mis à la disposition de certaines écoles et les structures du district sanitaire de Banamba pour permettre aux populations de se protéger contre le fléau. Ce fut aussi une occasion pour les donateurs de sensibiliser les forces vives sur Ebola. Et ce message de félicitations du président de la République au président mauritanien à l'occasion de la fête d'indépendance de la Mauritanie. En cette heureuse occasion, je voudrais vous exprimer la gratitude du gouvernement et du peuple malien pour les efforts louables que votre Excellence déploie pour la restauration de la paix et de la sécurité dans la bande sahélo-saharienne et réitérer ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des
les relations d'amitié et de fraternelle collaboration existant si heureusement entre le Mali et la Mauritanie. Le parti Yelema, le parti Sigikafo Oedamouye, l'ADEMA PSG, le parti Senas Fasohere, après l'attentat contre le convoi ministériel dans la région de Gao, présentent leurs condoléances aux familles des soldats tombés et demandent au gouvernement de prendre sa responsabilité en vue de sécuriser les populations et leurs biens. Journée porte ouverte du centre de formation professionnelle de Missabou, une activité qui permettra un rapprochement entre le dit centre et les entreprises qui sont les potentiels employeurs des apprenants du centre. Agibou Koulibaly. Cette journée porte ouverte du centre de formation professionnelle de Missabou se veut une véritable plateforme de rencontre, d'échange et de dialogue entre les apprenants, les formateurs, le personnel administratif, les entreprises et les partenaires techniques et financiers. Le centre est le fruit de la coopération entre le Mali et la République du Grand-Duché de Luxembourg. En organisant cette journée porte ouverte, c'est vraiment une occasion pour moi d'atteindre tous mes cibles. Il s'agit des apprenants eux-mêmes qui sont les premiers bénéficiaires, les bailleurs qui nous accompagnent, les autorités pour attirer leur attention aussi sur nos besoins. Il convient de signaler la vétusté des équipements, du matériel et la logistique. C'est pourquoi il est aujourd'hui nécessaire de donner à ce centre de nouvelles orientations afin qu'il s'adapte aux réalités du terrain. Les difficultés, je pense que c'est lié à l'équipement. Et ça, nous sommes en discussion avec des partenaires qui vont installer ici des équipements très modernes, électroniques, pour faciliter l'apprentissage et faire du centre de formation de Missabou une référence au Mali et peut-être dans la sous-région. En ce qui concerne les difficultés liées au personnel, là aussi nous sommes en train de travailler avec les syndicats pour voir dans quelle mesure nous pouvons très rapidement répondre à leurs préoccupations. De sa création à nos jours, le centre de formation professionnelle de Missabou a injecté sur le marché du travail 1561 jeunes à travers 15 filières de formation. La mécanique auto, la construction métallique, la transformation agroalimentaire, l'aviculture, la coiffure esthétique, l'électronique, entre autres. ONU Femmes et le Royaume d'Espagne portent assistance aux femmes et filles affectées par le conflit. Les deux partenaires, à travers un nouveau projet qui dure 2 ans, veulent également intensifier la participation des femmes au processus de consolidation de la paix. Madame Sagara. Avec 360 millions de francs CFA, le Royaume d'Espagne assiste aux côtés de l'ONU Femmes les femmes et filles affectées par le conflit. L'Espagne, dans le domaine de la coopération au développement et l'aide humanitaire, a contribué, pour ne citer que l'année 2013-2014, à hauteur de 25 millions d'euros. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour vous rappeler la célébration le 25 novembre dernier de la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, pour souligner l'importance que la coopération espagnole accorde à la promotion des droits des femmes et à l'égalité des genres d'une manière générale et à la lutte contre la violence des genres en particulier. La coordinatrice du projet, dans son exposé, a présenté un bilan plus que positif de son combat mené par l'ONU Femmes depuis les conflits, ce que certifie ici son représentant résident. La réponse que les femmes maliennes, avec l'aide du gouvernement malien et l'appui de ONU Femmes et des partenaires, a été de mettre en place un mécanisme qui pourrait réparer les dommages et accompagner les femmes dans leur contribution à la recherche de paix. Le représentant du ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a salué l'initiative du Royaume d'Espagne envers les femmes maliennes. Cet appui vient s'ajouter à celui des Pays-Bas, de la Suisse et du PNUD. Conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer, cette 9e session examine l'état d'exécution du budget de l'année en cours à la date du 30 juin. Daouda Sidiki Diarra.
Avec un budget prévisionnel d'1 milliard de francs CFA, l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, a pu atteindre de façon générale les objectifs qu'elle s'était fixés en 2014. Si on regarde les statistiques d'accidents, on se rend compte que le taux de mortalité sur la route baisse d'année en année. La 9e session ordinaire du conseil d'administration est une occasion pour les administrateurs de se pencher sur les problèmes que cette agence a rencontrés dans l'exécution de ses missions. Vous vous souviendrez que le programme d'activité adopté s'inspirait largement du plan national de la décennie de la sécurité routière 2011-2020 et prenait en compte les grands problèmes de sécurité routière qui se posent dans notre pays, prônant notamment le port du casque et de la ceinture de sécurité, le renforcement de la sécurité des routes, l'organisation des contrôles routiers et bien d'autres actions visant à réduire la mortalité sur les routes. Au cours des travaux, les administrateurs vont examiner l'état de mise en œuvre des recommandations de la 8e session, les rapports d'activité du premier semestre 2014. L'examen de la situation d'exécution du budget de l'année 2014 à la date du 30 juin 2014, la relecture du cadre organique, la revalorisation des primes du personnel et le plan de renforcement des antennes régionales de l'ANASER. Je vous invite donc à examiner avec la plus grande minutie les documents qui vous sont soumis et à les enrichir de vos remarques pertinentes. Le premier semestre a été marqué par l'intensification des campagnes de sensibilisation sur le port du casque, l'appui à l'organisation de contrôles routiers, le recueil et le traitement des données d'accidents de la circulation routière et bien d'autres activités. L'Association pour le développement et les activités en matière de population, ADAP Mali, vient de faire don aux enfants du préscolaire du camp de garde de Tomikorobougou. La donatrice Traoré Mintou Doukouré a rendu hommage au premier chef du corps des gardes autonomes du Mali, Aïssata Salihou Maïga. Ces dons de jouets de l'Association pour le développement et les activités en matière de population est destiné au jardin d'enfants du camp de garde de Tomikorobougou. Cette remise est dédiée à la mémoire de feu colonel Boubacar Traoré, premier chef du corps des gardes autonomes du Mali. On dit chez nous, c'est une femme qui met l'enfant au monde, mais l'enfant appartient à toutes les femmes. Leur éducation est un devoir pour toutes les femmes. Et je le fais en la mémoire du colonel Boubacar Traoré. Au cours de la cérémonie de remise, les autorités militaires ont tour à tour fait un rappel sur le parcours du père fondateur du corps de la garde et des Goum du Mali. De 1960 à 1968, il imprima une volonté particulière à la garde par la réalisation de ce joyau pour mieux encadrer et éduquer les enfants des gardes. Cette cérémonie solennelle nous conduit à un devoir de mémoire et de reconnaissance envers tous les anciens militaires qui, dans un élan de patriotisme remarquable, ont consenti tous les efforts pour mettre les forces armées et de sécurité en capacité d'assurer leur mission de défense et d'intégrité du territoire national, ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. Les enfants ont véhiculé des messages à travers un sketch sur l'importance du lavage des mains au savon en ce moment d'épidémie à virus Ebola. Faire du téléphone portable un porte-monnaie, c'est la volonté du nouvel établissement financier dénommé Lemonway. Avec son service mobile banking, il permet à ses clients de faire des opérations de dépôt et retrait d'argent à partir du téléphone portable. Mamour Sidibé. L'établissement financier Lemonway, qui vient d'être lancé, est l'un des plus jeunes du marché malien. À travers l'approche de proximité, Lemonway compte bâtir sa crédibilité. C'est un établissement de mobile banking. Il permet de donner accès aux services financiers à la population non bancarisée. Nous voulons évidemment créer aujourd'hui plus de 25 000 emplois par an et avons employé déjà 50 jeunes. Notre politique de décentralisation vers les régions du Mali nous permettra de couvrir le pays et donner la chance à des milliers de jeunes. Lemonway est la solution spécialement conçue pour les institutions financières, les commerçants, les amis à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali. Il transforme le portable en porte-monnaie. Une opportunité pour la jeunesse de créer sa propre entreprise. Les emplois, ce sont les entreprises qui les créent. Le rôle de l'État, c'est de mettre en place le cadre qui permet l'éclosion d'un secteur privé fort, dynamique, d'entreprises grandes, plus petites, PME, PMI, qui elles vont générer de la richesse et ainsi pouvoir créer
des emplois. Actualité oblige, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a lancé un appel à tous les participants afin que chacun puisse véhiculer le message Ebola en tout lieu et en toutes circonstances. Visite à Tombouctou de la deuxième personnalité des forces Barkhane. Sa visite a coïncidé avec une patrouille mixte composée des FAMA, des casques bleus et des forces françaises. L'opération vise à créer une synergie d'action entre les différentes forces présentes à Tombouctou et Yatandina. C'est une patrouille tripartite forces armées maliennes à travers les unités spéciales, les forces Barkhane et les casques bleus. Objectif, renforcer les capacités des hommes à travers une synergie d'action. Une patrouille qui a coïncidé avec l'arrivée à Tombouctou de la deuxième personnalité des forces Barkhane. C'est l'objet de la visite et de visiter nos unités Barkhane essentiellement et profiter de cette occasion pour rencontrer donc nos partenaires, à commencer par les forces armées maliennes. Ça a un effet qui rassure les populations. Oui. Les patrouilles se passent très bien. On a été dans le secteur de Lac Fakébine. Ça a rassuré davantage la population qu'on est là pour eux et réellement pour eux. Pour qu'ils puissent vaquer librement leurs occupations. Nous sommes très fiers de ces deux armées et nous les encourageons. Et notre contribution, notre appui ne fera pas défaut. La patrouille a pris départ à la direction zonale en passant par le Grand Marché, ensuite le marché de Yobutao. À Koulikoro, le contrôle physique des travailleurs a démarré au gouvernorat. Les travailleurs déplorent la mauvaise organisation de l'opération. Les établissements scolaires et services étatiques sont même fermés, nous signale Seydou Traoré. Le contrôle physique prévu pour les mois de novembre et décembre a effectivement démarré à Koulikoro. Ici, pour être en possession de son salaire de novembre, il faut être patient, tolérant, voire sage. Mauvaise organisation, voyez les gens, aucun respect. Nous sommes là à parquer tout le monde, mais c'est même pas de nous mettre la tête. Vraiment, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. On a fait des contrôles physiques, mais on ne l'a pas fait de la sorte. Et ça s'est bien passé. Et cette fois-ci, on le dit au salaire, mais avec une bonne organisation, ça peut aller. Nous sommes là depuis avant-hier en train de perdre nos heures à l'école. Ça, c'est pas une chose. Quel désordre ils ont créé. Quel désordre ils ont créé. À Koulikoro, le contrôle physique a créé une certaine paralysie dans les administrations et dans de nombreuses écoles. Les cours sont momentanément arrêtés, faute d'enseignants à la recherche du salaire. On est sorti parce que notre maître est parti chercher son salaire. On va partir à la maison. Nous avons voulu en savoir plus auprès des agents en charge du contrôle physique, mais ceux-ci sont restés inaccessibles. Revue annuelle 2014 et du plan de travail 2015-2016 des composantes communication pour le développement ainsi que la communication externe et partenariat de l'UNICEF. Cette revue contribue au renforcement des stratégies sectorielles d'intervention et des capacités du gouvernement dans l'approbation des outils d'analyse et de planification basés sur les résultats. Daouda Sidiki Diarra. La présente revue annuelle permet aux composantes de l'UNICEF et leurs partenaires de faire le bilan des résultats atteints. Elle permet également de faire cas des contraintes programmatiques ou budgétaires, des leçons apprises afin de poser les jalons de la nouvelle planification 2015-2018. Située à la double crise sécuritaire et institutionnelle que le Mali a connue depuis mars 2012 à aujourd'hui, les enfants sont profondément affectés par le climat de violence permanent. L'objectif global du programme Pays 2015-2019 est d'appuyer le gouvernement du Mali à renforcer l'accès équitable aux services sociaux, à renforcer la résilience des communautés, soutenir les systèmes d'offres de services, promouvoir les politiques et budgets sensibles à la situation des enfants. Le programme Pays 2008-2012 étendu à 2014 en raison de la crise survenue au Mali a été surtout marqué par l'urgence avec des préoccupations liées à la situation des déplacés, l'exacerbation de la malnutrition notamment chez les enfants. Le cadre de cet atelier participe aussi de la défense des causes nobles des enfants, car il faut le dire, la Convention des droits, bien que ratifiée par le plus grand nombre d'États, ne doit point être une fin en soi. Elle doit se traduire par des réalisations concrètes sur le terrain dans l'intérêt des enfants. La revue portera sur les plans de travail de la composante communication pour le développement et la communication externe et partenariat de l'UNICEF.
Le lancement officiel de la pratique sportive au Mali aura lieu samedi. En prélude à l'activité, nous avons rencontré le directeur national des sports et de l'éducation physique, Draman Koulibaly. Il donne plus de précisions au micro de Isaac Tienou. Le sport est un moyen d'éducation, de renforcement de la cohésion sociale, mais aussi un moyen permettant à l'ensemble de la société de pouvoir fédérer et de convenir d'un moment pour un renforcement de leur santé. Le capital de santé est un élément essentiel du développement social et économique d'un pays. Et la contribution du sport dans ce domaine-là, qui reste avant tout un élément de culture, devrait se traduire par une organisation de masse. La cérémonie que nous préparons aujourd'hui s'inscrit d'une manière générale dans la dynamique du renforcement et du développement du sport de masse. Et c'est l'opportunité qui est ainsi offerte à tout un chacun, et chacun dans son coin, de pouvoir pratiquer l'exercice physique et afin de lui permettre de se mouvoir, afin de lui permettre d'augmenter son capital de santé, afin de pouvoir partager avec les autres un moment de loisir et de plaisir, et tout en faisant de l'exercice physique. Le lancement auquel nous préparons constitue un symbole qui permettrait à tout un chacun de comprendre qu'il n'y a pas de limite d'âge pour faire de l'exercice physique. À tout âge, nous pouvons faire de l'exercice physique. Que également, il n'y a pas de différence au niveau de catégories socio-professionnelles. C'est valable pour tout le monde. Et c'est dans le sport qu'on peut retrouver des éléments qui fédèrent à ce niveau-là. Et nous allons démontrer par la suite que lors de ce lancement, c'est une activité qui est ouverte à toutes les couches de la société, aussi bien dans les campagnes que dans les villes, mais aussi chez les grands comme chez les petits, chez les plus nantis qu'aussi bien chez les moins nantis, afin que chacun puisse comprendre que l'activité physique est un élément de partage. Et l'ORTM qui vous propose un magazine sur la reprise de l'appui budgétaire de la Banque mondiale, un magazine réalisé par Makanfin Konaté à suivre ce soir. Demain 10h-13h, Kadigatou Kone, 18h-20h, Amara Diallo. Je vous retrouve si tout va bien très bientôt sur ce même plateau. Excellente nuit.